Jean-Marc, vous êtes en direct de la salle Jean Mermoz. Alors, quelle ambiance règne au sein de cette salle et qu'a dit Nicolas Sarkozy pour l'instant? Je veux dire avec la même force. Et vous voulez Nicolas Sarkozy derrière moi qui parle à un public acquis, une salle comble, une moyenne d'âge plutôt élevée. On a l'impression ici qu'on est plus dans un meeting de campagne électorale que dans un meeting pour la campagne de la présidence de l'UMP. Nicolas Sarkozy a été accueilli par des militants et des curieux venus de 8 départements de la région ainsi que de l'Aude et de la Gironde. Certains étaient là dès 15h30, une salle chauffée à blanc, et à 18h30, Nicolas Sarkozy arrive sous les cris de joie. Nicolas. Michèle Alliot-Marie est aussi présente aux côtés de Jean-Luc Moudenc. Nicolas Sarkozy a dit une chose simple: ça fait 2 ans et demi que je ne suis pas revenu. Pourquoi je reviens? À cause de la situation économique et sociale du pays. Je ne veux pas l'humiliation d'aujourd'hui, sous-entendu à cause du Parti socialiste, ni l'isolement de demain à cause du Front national. Ici, Nicolas Sarkozy a dit une chose très forte: il veut de la discipline, il veut un retour à l'ordre. Il a dit clairement qu'il ne partageait rien de toutes les options prises par Christiane Taubira. Et qui plus est, il a dit: je veux remettre au goût du jour la discipline et l'ordre. De plus, il a dit clairement que s'il était président cette fois-ci de la République, les régions reviendraient comme elles sont actuellement et non pas ce que veut en faire François Hollande. Ici, la salle est attentive, des questions très claires sont posées, des questions sur le monde de l'entreprise, des questions sur la société. Il y répond, les gens scandent de joie ou alors applaudissent fermement. Toujours est-il qu'ici, Nicolas Sarkozy est largement plus qu'en campagne pour un parti. Il est en campagne pour 2017. Merci Jean-Marc, merci également à Alain Sorat sur place. Oui, vous l'avez dit, Jérôme, beaucoup de soutien pour Jean-Christophe Lagarde. Vous êtes arrivé déjà premier, enfin pour ce premier tour en tout cas. D'où viennent vos soutiens désormais ? Ils viennent d'abord de Yves Jégaud, de Chantal Joanneau, qui ont été éliminés au premier tour, mais fait 21%, du Parti radical, de la gauche moderne. Bref, ma responsabilité, mon devoir, c'est d'impulser le rassemblement le plus large possible pour une majorité très large, permettant à la fois de se réconcilier au lendemain de l'élection, encore qu'elle se soit très bien passée, mais nous avons besoin de tous travailler ensemble, y compris avec les amis d'Hervé Morin, et puis de mettre la marche en avant et de faire ce que je souhaite de l'UDI, le premier parti de l'opposition, et demain le premier parti de France. Alors, vous l'avez dit, pour vous, c'est 2017. On sait que pour Morin, c'était 2022, les élections. Vous pensez que présidentielle, vous serez là en 2017 ? Je crois qu'on ne peut pas construire une famille politique en renonçant à l'élection présidentielle. Parce que c'est dire aux Français que nous renonçons à gouverner la France. Nous l'avons déjà fait depuis si longtemps. On a eu des tas de ministres, mais ce n'est pas nous qui prenions les décisions. Donc moi, l'ambition que je fixe à l'UDI, c'est que notre candidat soit au 2e tour de l'élection présidentielle en 2017. En fixant un rendez-vous, en 2016, on choisira celui ou celle d'entre nous qui sera le mieux placé. Alors le centre, c'est toujours paradoxal. Vous vous dites toujours ni de droite ni de gauche. Vous êtes plutôt quand même centre-droit. Nous sommes en alliance naturelle avec la droite républicaine tant qu'elle ne fricote pas ou ne verse pas vers l'extrême droite. Mais moi, dans le mot alliance, je mets le mot concurrence. Pour gouverner, il y a besoin de coalition. Mais la coalition, ça ne veut pas dire la soumission. Et au contraire, cette concurrence, moi j'ambitionne que nous devenions les premiers pour la prochaine alternance. Et pour moi, la colonne vertébrale du projet de l'UDI, ça sera d'expliquer que tous les choix qui sont faits par ma génération et par la génération de mes parents sont faits pour le confort de nos générations au détriment de nos enfants. Eh bien, nous devons travailler, ce sera le rôle de l'UDI, être le défenseur de nos enfants, faire en sorte que leur avenir soit plus facile, quitte à faire un peu plus d'efforts nous-mêmes. Jean-Christophe Lagarde, merci. Donc il y a un rendez-vous de l'UDI salle Ozette ce soir. Merci et on sera là au second tour. À vous, Jérôme. Merci Jean-Marc et merci également à Alain Sorat sur place. Oui, bonsoir Sophie, je vous entends. Éric Andrieux est avec nous ici. Nous sommes donc au siège du Parti Socialiste, c'est une réunion de travail. Éric Andrieux, on attend a priori 60% d'abstention pour ce scrutin électoral sur les européennes. Quelle légitimité finalement a ce scrutin? C'est une précarité absolue. Écoutez, nous œuvrons au quotidien pour sensibiliser les 7 millions d'électeurs de cette grande circonscription sud-ouest pour faire en sorte que cette légitimité soit optimale. C'est le pari que nous nous sommes lancés depuis maintenant plusieurs mois et quotidiennement nous parcourons l'ensemble des 18 départements pour justement expliquer à l'ensemble des citoyens et des électeurs l'enjeu de l'élection européenne. Le mandat de député européen est un mandat, comme je le dis communément, de besogneux, c'est-à-dire qu'il faut être présent au Parlement européen. Et que bien souvent, nous constatons, et moi je le constate depuis 22 mois,
que ce n'est pas les grands élus, ce qu'on appelle les élus à forte notoriété, qui sont le plus présents dans les travaux que nous menons au sein du Parlement européen et en particulier à Bruxelles. Quand je lis votre programme, vous êtes contre la politique d'austérité, qui est certes menée par François Hollande. Vous êtes contre le dumping social, vous voulez taxer la finance. Il faut mettre les mots justes, les mots ont un sens dans cette très belle langue qui est la langue française. Oui, mais nous sommes d'accord. Mais l'austérité européenne est une chose. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la France obéit aux traités européens. Mais la France ne mène pas une politique d'austérité. Elle est engagée sur une volonté politique de réduction des déficits publics. Allez voir donc en Espagne, allez voir donc en Grèce, allez voir au Portugal, vous verrez ce qu'est l'austérité réelle. Il n'y a pas eu diminution de centaines de milliers de fonctionnaires en France. Il n'y a pas eu diminution d'allocations. Si on garde ce critère de 3%, peut-être qu'on aura diminution pour le coup. Justement, c'est une raison de plus pour lesquelles, qui justifie que l'Union européenne a besoin d'alternatives. Aujourd'hui, l'Union européenne est dirigée par les conservateurs et les libéraux, donc par la droite européenne. Et c'est eux qui ont la majorité dans les 3 instances principales de l'Union européenne, que ce soit le Conseil des ministres, que ce soit la Commission européenne ou que ce soit le Parlement européen. Et nous menons campagne pour changer la majorité au sein de ces instances-là de l'Union européenne, en particulier du Parlement, parce que si le Parlement demain est progressiste et si nous sommes majoritaires, le futur président de la Commission sera Martin Schulz. Je dois vous couper. Merci Éric Andrieux. On rappelle le meeting pour les socialistes, le PRG, pour les européennes, le 22 mai à la Beige. Merci Jean-Marc. À vous Sophie. Un conseil général du Tarn transformé en bunker, grille fermée, CRS qui boucle le quartier. Tout commence à 9h45. Une minute de silence en hommage à Rémi Fraisse, puis Thierry Carcenac, le président du conseil général, lâche sentencieux cette phrase. L'Assemblée prend acte de l'impossibilité de poursuivre toute activité liée au déroulement du chantier sur le site de Sivins. Et en fin de discours, il demande à Ségolène Royal de prendre ses responsabilités. Une décision qui dans le Tarn ne convient à personne. Monsieur le Président du Conseil général a dû très certainement avoir au niveau national des recommandations. Et à ce moment-là, je pense qu'il a décidé de taper en touche pour le moment. Il ne veut pas prendre de décision, il ne veut pas. Il n'est pas très courageux, il manque de courage. Ce n'est pas un problème national, c'est un problème d'agriculteurs qui veulent vivre du secteur dans lequel ils vivent. Et pour continuer, pérenniser leur exploitation, eh bien, ils ont besoin d'eau. Certains élus, eux, ont carrément l'impression d'être les dindons de la farce. Ce n'est pas un projet qui est né comme ça. Ce n'est pas le Conseil général qui a déclaré d'utilité publique le dossier. Ce n'est pas le Conseil général qui a forcé la main à l'agence de l'eau à Dour-Garonne pour attribuer des subventions. Ce n'est pas le Conseil général qui a forcé l'Europe à donner des subventions à ce projet. Et aujourd'hui, je me sens convié un peu à un dîner de cons où tous les regards sont portés sur le Conseil général, comme si c'était le Conseil général qui pouvait décider sur un sujet aujourd'hui qui est devenu un sujet symbolique, qui dépasse tout ce que le Conseil général est en capacité de décider. A l'inverse, certains des 48 élus locaux ne veulent pas croire qu'ils ont perdu la main. C'est quand même le maître d'ouvrage et le Conseil général, et je tiens à ce que soit pris en compte dans ce dossier la parole de nos concitoyens, parce que nous représentons la démocratie locale, et nos concitoyens n'ont pas forcément la même vision des choses que Paris ou le ministère de l'écologie, ou que d'autres mouvements protestataires, je dirais même terroristes, qui ont bousculé les choses. Du côté des défenseurs de la nature, on veut purement et simplement l'annulation de la construction de ce barrage. On ne dit pas qu'il n'y a pas besoin d'eau sur la vallée. En numéro 1, sur le rapport des experts indépendants, il y a le fait qu'il n'y a pas de solutions alternatives qui ont été étudiées. Mais s'il n'y a pas de solutions alternatives qui ont été étudiées, c'est peut-être aussi parce que le constructeur aujourd'hui du barrage, le promoteur, est celui qui a fait les études et qui a dimensionné ce barrage. On pourrait croire aujourd'hui qu'à l'instar de Notre-Dame-des-Landes, à Sivins, c'est un système de pensée qui l'a remporté sur l'autre. On sera partout là où ils veulent détruire la nature. Et on créera partout des petites oasis de liberté, de fraternité, dans un esprit libertaire et écologique. Ségolène Royal dira mardi à Paris qui du barrage ou de l'utopie qui se construit sur le site de Sivins l'emportera.
Le journal Le Monde révèle aujourd'hui des informations très gênantes pour le gouvernement et le préfet du Tarn. Sur la retranscription des conversations entre gendarmes mobiles la nuit où Rémi Fraisse a trouvé la mort, on comprend très bien qu'un homme était à terre et qu'il ne se relevait pas. Les gendarmes sont allés chercher le manifestant inerte, puis une phrase est lâchée à 2h03 du matin, je cite « Il est décédé le mec, là c'est vachement grave, il ne faut pas qu'il le sache ». Ce « il » au pluriel viserait les manifestants afin qu'ils ne redoublent pas d'ardeur et non pas à étouffer l'affaire selon les services de communication de la gendarmerie. Selon eux, le préfet du Tarn a été mis au courant presque en temps réel de la mort de Rémi Fraisse. Des questions se posent donc. Pourquoi le gouvernement a-t-il attendu plus de 48 heures avant de faire état de la vérité ? Depuis 20 ans, Marie-Louise Roubaud, elle-même fille d'exilés espagnols, suit le travail de Lydie Salver. Ici, pour pas pleurer, c'est l'histoire avec un grand et un petit H qui se rencontrent. On dirait que la guerre vient de se finir hier, tellement elle s'est mise à la place de sa mère et elle a revécu cette guerre comme si elle-même y était alors qu'elle est née en France et qu'elle est née 10 ans après. Donc, mais il y a une empathie formidable. On voit les différences qu'il y a entre les positions anarchistes, les positions communistes, les positions républicaines, tout ce qui a fait un peu tout ce melting pot extraordinaire. Et en même temps, elle y mêle l'histoire tout à fait vivante, tout à fait ordinaire, tout à fait quotidienne d'une fille de 19 ans qui découvre la vie, qui découvre l'amour, qui découvre la Révolution et tout ce que c'est pas avoir de radieux dans les débuts. Selon la journaliste, l'Académie du prix Goncourt a aussi salué un style, une forme littéraire novatrice. Dans cet ouvrage-là, elle rend compte de cette langue qui se parle à Toulouse, qui n'est déjà un français matinine occitan. Là-dessus, l'apport espagnol. Très souvent, ça fait une langue tout à fait bizarre. Au-dessus de la Loire, les gens peuvent ne pas comprendre. D'ailleurs, il paraît que hier, Pivot s'est ému qu'il y ait beaucoup de mots espagnols. Dernière question, Lydie Salver pensait-elle secrètement au Goncourt ? Elle m'avait dit que son éditeur comptait beaucoup sur son livre. Tous les journaux lui ont rendu grâce avant même qu'elle ne fasse partie des finalistes du Goncourt. C'est vrai qu'elle est un peu l'outsider dans la mesure où on parlait beaucoup d'autres. Moi, je suis ravie, bien sûr, pour elle, pour nous, parce que les enfants de l'exil républicain espagnol prennent leur part de ce livre qui peut-être va faire connaître le drame qu'ont traversé leurs parents. Lydie Salver est venue récemment, en septembre, dans la librairie Ombre Blanche. Elle reviendra le 29 novembre prochain dans la Ville Rose, à l'espace Niel, quartier Sainte-Agne, pour une rencontre autour de l'exil espagnol.